Bonsoir, bienvenue sur MEDEF TV pour ce premier bloc à part, le débat des blogueurs. Ce soir, nous avons invité Stéphane Zibi, qui est consultant digital et blogueur, BlablaWeb, si je me souviens bien. Exactement, oui. Ralph Ababou, qui n'est pas encore blogueur, mais qui n'est pas loin de le devenir, Bonsoir. Qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Génération W. On va y revenir, qui vient de sortir. Soumia Malimbaum, directrice du développement de Kerus, une SS2I qui tient un blog Diversité plurielle sur la diversité. Et Eric Blo, président de Awakaiti, une société de communication qui tient depuis assez longtemps, je crois que c'est l'un des piliers de la blogosphère, un blog éponyme, Eric Blo, je crois tout simplement. Personne ne le lit, donc c'est pas grave. Bien, donc bonsoir à tous. Cet après-midi, nous avions, dans le cadre du programme de l'Université d'été du MEDEF, un débat sur le thème « Tous enfants de Bill Gates » auquel vous avez participé. Et donc, il était notamment question de génération numérique et des bouleversements que ça peut entraîner. Alors, Ralph Ababou, dans Génération W, alors Génération W, il y en a 3 en réalité. Web, Woman, Weather. Vous nous expliquez que la révolution est en marche. Alors, qu'en est-il ? Oui, c'est vrai que j'ai réfléchi à ce qui se passait aujourd'hui au niveau des jeunes générations, parce qu'on dit en ce moment que les jeunes Français n'ont pas le moral, sont déprimés, et je dis c'est dommage parce qu'ils ont une chance extraordinaire, c'est qu'ils sont tous de la génération W, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans le numérique, qui sont ce qu'on appelle les digital natives, alors que tous ceux qui ont plus de 25 ans aujourd'hui sont des digital immigrants, c'est-à-dire qu'on a été amenés à s'intéresser à ces nouvelles technologies. Et ils ont cette chance formidable d'inventer les moyens de communication de demain. Il y a le web, bien sûr, qui est cette espèce d'énorme tsunami qui a bouleversé nos entreprises et nos organisations et même nos vies. Il y a aussi ce phénomène de woman. On se rend compte qu'on ne peut plus continuer dans la crise actuelle à se passer de la meilleure moitié de l'humanité, que ce talent qui est féminin, que cette intuition, eh bien, on en a besoin. Et derrière le mot femme, bien sûr, il y a la notion de diversité et de s'enrichir des différences plutôt que de les écarter. Alors, vous avez évoqué des termes assez essentiels. Vous parlez de digital natives, de digital immigrants, de femmes. Alors, Soumia, vous qui êtes une femme déjà, invitée sur ce plateau, directrice du développement d'une société de nouvelles technologies informatiques, comment vous vivez ça? Est-ce que cette fracture numérique, quel est le rôle des femmes par rapport à ça? Mais je pense qu'effectivement, ce que disait M. Babou, le 21e siècle sera le siècle des femmes. Et pour la génération des 25 ans, c'est une génération qui est née dans le numérique. Moi, j'ai un peu plus de 25 ans. Donc c'est vrai que pour les quinquas, moi j'ai vécu cette fracture numérique. Je ne peux pas vous dire que ça a été facile, mais j'ai abordé le numérique comme quelque chose... Bon, j'avais une trentaine d'années, donc il a fallu faire un travail. Et en même temps, je prends toute la mesure de ce que cela peut représenter en tant qu'atout, mais pas uniquement pour les femmes. Hein. Je pense que pour l'ensemble de la population, de la génération des jeunes et des moins jeunes. Et je pense que c'est un véritable outil, c'est un outil social et sociétal aujourd'hui. Donc un atout. Justement, est-ce que la fracture numérique existe vraiment ou est-ce que c'est un mythe, Eric? Non, elle existe vraiment. On entendait dans le débat tout à l'heure la ministre Kosciusko-Morizet dire qu'il y avait 3 fractures numériques en fait. Une qui est territoriale, tout le monde n'est pas forcément bien câblé. Et si on prend sur le plan mondial, on sait bien qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. Une qui est sociale, qui pour elle est plus grave. Et une couche de la population aujourd'hui qui n'a pas les moyens de communiquer comme... certains l'ont, ça c'est évident. Et puis elle parle aussi d'une fracture générationnelle que moi j'ai jamais constatée en réalité, mais selon les chiffres qui sont remontés au ministère, les plus de 70 ans, il n'y a que 10% qui sont connectés régulièrement à Internet. Et c'est juste un problème de fracture en effet qu'il faut consolider, qu'il faut réduire, puisque a priori quand les gens font le pas, ils y trouvent que du bonheur et des solutions, y compris liées à leur génération. Alors justement, c'est plutôt un message d'espoir. Stéphane, est-ce qu'il faut avoir peur de cette fracture? Non, non. De toute façon, les moyens, ils existent. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, pour les seniors dont on parlait tout à l'heure pendant le débat,
ils essaieront de trouver. Ils savent que la machine, l'ordinateur, est quelque chose quand même d'assez difficile à intégrer dans des environnements, dans des appartements, dans des maisons, alors qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude ou même la pensée de pouvoir intégrer. Par contre, le téléphone mobile, qui lui a réussi à son intégration, sera peut-être un des moyens pour pouvoir réduire cette fracture et encourager les seniors à se connecter. Et donc, ce qu'on a à 10%, ça deviendra peut-être vite à 40%, parce que le taux d'équipement est assez important. Et ça, c'est un des objectifs de Proxima Mobile, justement, le portail qu'ils vont lancer d'ici la fin de l'année, dans le cadre du plan de relance. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, déjà sur ce cadre-là. Donc on sait qu'en France, on est plus ou moins bien lotis. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose qui, pour moi, est importante, c'est vrai que là, il est générationnel. C'est vrai qu'on ne parle pas des jeunes aussi, mais les jeunes aussi, bon, c'est lié au social aussi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un problème d'équipement. Et ce problème d'équipement, tout le monde n'a pas un bel ordinateur portable en cours, alors que ça fleurit. Donc il y a aussi des solutions, et là actuellement c'est en train d'être fait aussi. Il y a un programme qui a été annoncé, c'est Ordinateur 2.0, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est soumis à peut-être, je crois, on parlera peut-être un peu aussi. Donc Ordinateur 2.0. Voilà, mais c'est vrai, Ordinateur 2.0 qui permet un recyclage des machines. Pour réduire la fracture sociale et permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir l'équipement. Et ça pourrait être les seniors également, quoi. Ça pourrait être les seniors, parce que c'est vrai que Alors justement, est-ce qu'on n'a pas une nouvelle fracture qui va survenir entre ceux qui ont un iPhone et qui ont en permanence l'Internet connecté au bout des doigts comme une sorte de prolongation d'eux-mêmes, ce que nous vivons peut-être en tant que blogueurs, et puis à côté de ça, ceux qui vont accéder peut-être à l'ordinateur maintenant, mais qui vont avoir un ordinateur, j'allais dire, un peu has-been ou qui n'offrira pas les mêmes possibilités? Est-ce qu'il y a un risque? il y a toujours un risque. De toute façon, il y a toujours un décalage. Il y a toujours des personnes qui seront en avant-garde. Après, on va dire que c'est une minorité, mais ils sont influents. C'était comme ça avec les médias classiques il y a 40 ans. Il y avait toujours les radios, les télés qui avaient tout avant tout le monde. Et nous, la population, on était obligés de suivre avec quelques semaines, quelques mois de retard. Bon, là, ce sera un cas, mais sauf que là, le temps est réduit. Donc peut-être, si le service est vraiment extraordinaire, si aussi les prestataires, nous les prestataires, les fournisseurs de contenu se mettent aussi à la page, on pensera aussi à l'intégralité de la cible, et ça c'est ça qui est intéressant. Alors qu'on intègre ça. Soumia, vous êtes très engagée sur le front de la diversité, et la diversité sous toutes ses formes. Alors justement, cette fracture, c'est une question de diversité sociale. Comment vous l'évaluez, vous ? Justement, si on prend simplement l'aspect purement matériel, je pense que les pouvoirs publics, les parties prenantes, les entreprises ont un rôle à jouer dans l'équipement, tout simplement. On parle de 2.0, un ordi pour tous. Comment essayer effectivement de mobiliser ceux qui en ont beaucoup et à la pointe avec ceux qui n'ont rien du tout. Le problème, c'est pas d'avoir un iPhone dernière génération et à côté un ordi première génération. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui permette de transmettre des informations. L'économie de la connaissance, puisque au-delà simplement d'avoir l'ordinateur et d'être connecté à des sites, c'est pouvoir transmettre une certaine des informations, l'éducation, faire la pédagogie aujourd'hui de jeunes des quartiers qui sont totalement déconnectés de tout et ghettoisés en même temps. Donc je pense que l'ordinateur en tant que tel, l'outil informatique et Internet est un levier d'intégration sociale majeur en France comme ailleurs. Et moi, je peux regretter qu'on soit vraiment en retard et qu'on ne mette pas tous les moyens là-dessus. Enfin, vous savez, j'ai dit dans mon livre que le premier président élu par cette génération W, c'est Barack Obama, puisqu'il a été élu grâce au web et on a vu à quel point il l'a utilisé. Woman, son gouvernement est composé à moitié de femmes avec tous à des postes très importants. Et Weather, c'est un président qui dit « the green to get out of the red ». Donc il investit sur les green tech, les nouvelles technologies sur le développement durable pour sortir du rouge. Et je trouve qu'il y a un décalage parce que nous avons un président qui a beaucoup de qualités, mais qui est encore à l'époque du téléphone portable. D'ailleurs, il essaye d'être copain avec Obama. Ils ne seront jamais puisqu'Obama était à l'époque du BlackBerry. Donc il y a une fracture presque générationnelle. Il y a une fracture présidentielle, si j'ose dire. Il y a une dizaine d'années entre eux, mais ils ne s'entendront jamais. Et je regrette que ce président n'ait pas la conscience d'investir. On a effectivement une ministre qui est chargée, ou secrétaire d'État qui est chargée de ça, mais moi je mettrai tous les moyens là-dessus. Je cite dans mon livre une favela à Rio, où le gouvernement brésilien s'est rendu compte que ces jeunes ne pouvaient pas accéder à des boulots parce qu'ils n'avaient pas d'email, qui a mis du Wi-Fi gratuit et qui a attribué à chacun un email. Aujourd'hui, je dirais que tout Français devrait avoir un numéro de sécurité sociale et également un email attribué. Et on est en retard. Il y a déjà eu des initiatives
dans ce sens-là, mais les Français n'ont pas spécialement eu envie ou la possibilité de le suivre. Alors justement, La Poste avait essayé de faire ça, entre autres. est-ce que la fracture n'est pas tant technologique ou générationnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt une fracture de comportement, d'utilisation au sens utilitariste, c'est-à-dire ceux qui y croient, qui ne croient pas, et qui transcendraient d'ailleurs le niveau social ou la génération? On est sur un débat partisan, alors qu'en fait, il ne devrait pas y avoir de débat. On le voit ici, université d'été du MEDEF, on représente les entreprises. On peut parler des citoyens, mais regardons les entreprises. Il y a une différence fondamentale entre les entreprises françaises et les américaines. Il n'y a pas, regardez les PME et la façon dont elles utilisent aujourd'hui le web de haut et puis tout ce qui peut et permet la conversation avec leurs clients, leurs partenaires et tout ça. Et regardez ce qui se fait aux États-Unis. Il n'y a pas de commune mesure. On est en retard, on a un blocage. Je crois que c'est Laurence Parisot qui disait tout à l'heure qu'il y avait encore des PME où, de toute façon, la moindre commande devait être signée, le fax devait être signé par le PDG, parce que il ne se passait rien dans l'entreprise sans que ce soit un blanc-seing et qu'on passe encore par de l'analogique ou du téléphone filaire. Bon, je pense que les mentalités doivent changer, y compris d'ailleurs dans les entreprises. Ce qui, de toute façon, après, si on considère le bassin d'emploi et l'éducation aussi dans les entreprises et pas seulement à l'école, devrait faire évoluer les choses. Stéphane, il n'y a pas aussi un rôle de socialisation, parce que je crois que c'est Loïc Lemeur qui nous avait énoncé au moment du démarrage des blogs que le web était une conversation. Je pense qu'aujourd'hui on est en plein dedans, on le voit à travers les réseaux sociaux, les échanges, et est-ce que le fait justement d'être en dehors, c'est pas aussi être désocialisé, de perdre on parlait des entreprises, mais il y a aussi un retard qui peut arriver dans le comportement, la manière dont les entreprises vont utiliser la technologie, un phénomène de socialisation pour les individus. Au fond, est-ce que c'est pas un point commun? Est-ce que la fracture, elle n'est pas là? Les gens, ils vont pas obligatoirement se rendre compte qu'ils vont passer à côté de quelque chose. Par contre, c'est vrai que ceux qui y accèdent, ils se rendent compte qu'ils ont accès à une foultitude d'informations qu'il faut des fois parfois filtrer, que ce soit pour les jeunes en particulier, parce qu'on ne peut pas avoir accès à tout, hein, c'est évident. Mais c'est vrai que d'une manière, pour être tout à fait concret, c'est vrai que là, les effets... je reprends souvent cet exemple-là. Avant, pour pouvoir faire installer quelque chose, il fallait des dizaines d'années. Les frigos, les téléphones, les machines à laver. C'est vrai que là, avec le téléphone mobile qui a mis moins de 10 ans pour devenir plus fort que le téléphone fixe, on a changé les cycles. Donc avant, ce qui mettait 40 ans, on a mis maintenant moins de 10 ans. Parce que le téléphone mobile, maintenant, c'est même plus un téléphone. C'est un téléphone. Quand on regarde un iPhone, c'est tout sauf un téléphone. Mais justement, c'est un ordinateur. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que c'est ça. Ça devient un objet social qui dit, voilà, on peut changer les usages. Internet, donc ce qu'on appelle le temps Internet, où donc on réduit de façon là, on réduit les cycles. Donc après... Tellement c'est réduit qu'on va peut-être pas s'apercevoir qu'on va passer peut-être à côté de quelque chose. Nous-mêmes, on passe à côté de plein de choses. Hein. Je suis sûr que là, on parle là, maintenant, peut-être on passe à côté de plein d'informations auxquelles on n'aurait peut-être pas envie de... on passe chaque minute, chaque instant. Simplement, il y a un filtre. Bon, après, libre à chacun de passer à côté de ces filtres-là. Mais c'est vrai que c'est cette fracture-là, si on dira, t'es pas au courant, on dit, ben voilà, il n'aura qu'une seule chose à faire. Avant, il fallait peut-être aller en bibliothèque ou acheter le journal, ou écouter la radio, attendre que le journal télévisé passe à une heure fixe. Maintenant, le journal télé, il peut le voir à volonté, à n'importe quelle heure, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, même chose pour une radio. Voilà, donc après, si on a vraiment l'envie et les moyens aussi d'y accéder, mais ça c'est toujours le problème. C'est un peu préoccupant parce qu'on parle de conscience. Et en fait, ce que tu dis, c'est on n'est peut-être pas conscient qu'on n'a pas l'utilité de quelque chose ou qu'on manque quelque chose. En même temps, aujourd'hui, chercher un emploi sans passer par le web, c'est pas possible. C'est plus difficile. Au moment où on est en sortie de crise et on se demande comment rebondir, comment rechercher de la croissance, on risque aussi d'avoir, alors par manque de conscience ou inconscience au sens littéral du terme, des décalages. Alors sur l'emploi, il y a quand même un contre-exemple que j'ai lu dans l'ouvrage de Ralph qui m'a beaucoup amusé. Oui, je vais la raconter rapidement. C'est l'histoire du balayeur qui veut travailler chez Microsoft. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et il arrive, donc il a toutes les qualités qu'il faut, les compétences. On lui demande son email pour lui confirmer son contrat de travail. Et le jeune me dit, vous savez, j'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas d'email. Évidemment, impossible de travailler chez Microsoft sans email. Donc le pauvre malheureux sort des bureaux de Microsoft en Californie. Il sort, dépité, il achète quelques oranges, il commence à faire un jus de fruits. Des clients lui demandent son jus de fruits. Au fur et à mesure, il met un magasin, 2 magasins. Enfin, en quelques années, il
devient le leader californien du jus de fruits. Il a une chaîne de magasins, il est riche ici, mais un journaliste l'interviewe, à la fin de l'interview, lui dit écoutez, c'est parfait, je vais vous demander votre email pour vous envoyer la confirmation. Et l'homme d'affaires dit vous savez, malheureusement, je n'ai pas d'email. Le journaliste s'interrompt, se dit mais c'est pas possible, une telle réussite sans email, mais si vous aviez un email. Et il répond je serais balayeur chez Microsoft. Voilà, comme quoi. Donc ça c'est le contre-exemple. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'au-delà de cette anecdote, aujourd'hui, chercher un emploi sans l'utilisation d'Internet, ça devient quasiment impossible sans l'utilisation des réseaux. L'avion, tout ça, oui. C'est la même chose. Oui. C'est partie des usages qui ont obligatoirement, ça fait partie des réussites des secteurs où l'Internet est devenu indispensable. Maintenant, après, est-ce que tout le reste, les médias classiques, ils essayent d'y arriver ou ils essayent de changer? Pas encore y arriver. Soumia, c'est un point de vue. Non, je pense qu'on parle d'une catégorie sociale professionnelle qui est finalement réduite parce que prendre un billet d'avion, encore faut-il pouvoir prendre l'avion. Il faut encore, non mais encore beaucoup de gens, comme vous disiez, les chefs d'entreprise continuent d'écrire à la main et il y a encore beaucoup de familles, de classes populaires, enfin de Français la grande majorité de la France, j'ai envie de dire, qui n'a pas d'ordinateur, qui utilise encore le téléphone. Alors le portable, c'est très particulier parce qu'il y a eu effectivement cette révolution et en même temps, entre guillemets, cette paupérisation de l'outil, enfin cette vulgarisation du portable qui ne coûte rien et qui coûte moins cher qu'un téléphone fixe. Donc on ne peut pas vraiment comparer le portable à l'ordinateur et ni même le iPhone qui reste encore un outil très très élaboré, très sophistiqué pour une frange de la population très réduite. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une vraie fracture. Pourtant, technologiquement, si on schématise, un iPhone, c'est un Mac. C'est le même système d'exploitation. Si on veut rentrer dans le domaine technique, non, c'est. Oui, mais ça représente encore un coût pour beaucoup. Un ordinateur, mais oui, on peut pas faire de bureautique. Oui, on peut pas tout faire encore sur un iPhone. Quoique j'ai entendu que Apple allait sortir une sorte de tablette, une sorte d'iPhone géant, mais qui allait au fond essayer de réussir là où le tablette PC avait échoué. Mais c'est encore très élaboré. On parlait de l'intergénérationnel. Les jeunes, les anciens, les vieux, l'outil, le iPhone, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je parle des jeunes, par exemple, issus des quartiers ou des populations très défavorisées. C'est un outil où il faut un minimum de clés de compréhension. C'est pas abordable, à part pour le téléphone. Pour le reste, c'est moins évident. Donc, voilà. Moi, je pense que d'un côté, il y a une surabondance informationnelle sur une petite minorité de la population en France. Et ce grand fossé, c'est une grande partie de la population qui n'accède pas à cet outil parce qu'il faudrait... Pour moi, c'est la gratuité totale de l'outil en tant que tel qu'il faudrait. Et ensuite, un travail de pédagogie à travers les écoles, à travers le tissu associatif. Il faut former les profs. Parce que je pense que les élèves sont plus formés pour démocratiser l'outil au maximum. Voilà ce que je pense. Donc en fait, on peut, bénéficier des apports de la technologie dans ce monde, selon toi, sans être finalement un enfant de Bill Gates. On n'a pas besoin de faire partie du Happy Few. C'est un peu cette réponse que tu apporterais à la question qui avait été posée cet après-midi. Oui, absolument. Je pense que c'est plus facile pour cette génération-là quand même. On a dû quand même à un moment, on a vu ces machines arriver, on a dû comprendre à quoi servaient ces boutons, ces touches. On dit que les nouvelles générations, justement, c'est la première fois dans l'histoire que la jeune génération a quelque chose à enseigner aux générations précédentes. Et ça, on le voit dans l'entreprise. Moi, j'accompagne beaucoup de grandes entreprises, y compris d'ailleurs sur des intégrations de jeunes dans toutes les strates des grands groupes. C'est vrai que les gens qui ont 20-25 ans aujourd'hui sont super formés aux usages et pas simplement aux techno et en ont à découdre avec les quadras ou les quinquas. Et ce qui pose d'autres problèmes de management, de respect, de positionnement hiérarchique, etc. Enfin bon, mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile, en effet, pour les jeunes, les digital natives, comme les appelle Ralph, d'arriver, de prendre possession de ça. Que ça n'a été le cas pour les générations précédentes. Oui, je voudrais dire que justement sur ces trois sujets, Web, Woman, Weather, ce sont les jeunes qui en apprennent à leurs parents. Pour le Web, c'est lorsque le magnétoscope est arrivé, pour la première fois, les enfants savaient mieux l'utiliser que leurs parents. C'est vraiment là qu'a été le tournant. Dans tout ce qui est la diversité, il faut voir que nos jeunes d'aujourd'hui ont toujours vécu avec des enfants de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions, ce qui était beaucoup moins naturel avant. Et puis le Weather, on voit bien à quel point il y a beaucoup de spots de pub à la télé qui montrent que ce sont les enfants qui sont sensibles à l'environnement, qui vous obligent à acheter
fabriquer tel produit plutôt que tel autre, pour une raison tout simple. On a parlé de l'éducation, effectivement, les profs sont sociologiquement les plus intéressés par le développement durable. Résultat, aujourd'hui, il n'y a pas un enfant en France qui n'a pas fait un exposé sur l'eau, sur le développement durable, sur le papier, etc. Et donc voilà comment, lorsque un pays se donne les moyens, l'éducation nationale s'est donné les moyens, je vous dis, aujourd'hui, la France et les jeunes Français sont parmi les plus sensibilisés à ce sujet. Et c'est eux qui vont modifier les modes de consommation, de comportement de leurs parents. Donc faisons confiance à la génération W, c'est elle qui va nous apporter un futur beaucoup plus prometteur et moins angoissant que celui qu'on a vu. Alors justement, pour conclure, moi ce que j'ai retenu de votre ouvrage, c'est un formidable message d'optimisme, de révolution. Alors en quelques mots, la révolution en marche. Oui, la révolution est en marche parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Ce sont des phénomènes qui nous dépassent, qui sont plus forts que nous. Alors au lieu de s'en plaindre ou de se trouver pénalisés, autant les anticiper pour s'y adapter. Je raconte l'histoire de la grenouille. Vous savez, lorsque vous mettez une grenouille vivante dans un bouillon d'eau chaude, elle voit que l'eau est chaude et elle survit, elle s'échappe. Lorsque vous mettez une autre grenouille vivante dans un bouillon d'eau froide et que petit à petit vous faites monter la température, elle va mourir sans s'en apercevoir. La température qui monte, c'est le changement que l'on vit tous les jours. Et si on ne s'en aperçoit pas, eh bien on va mourir parce qu'on n'a pas vu ces changements évoluer. Alors, voyons-les, anticipons-les, accompagnons-les, plutôt que de les subir et d'en être pénalisés. Alors, juste pour conclure, chacun, la révolution en marche pour vous par rapport au numérique, s'il fallait la résumer en quelques mots, Eric? Pour moi, c'est le tout conversation, la révolution que je vis depuis 2 ans. Conversation avec les nouvelles technologies, hein, j'entends, mais les gens n'ont pas forcément quelque chose à vendre, ils ont besoin de converser avec leurs clients, converser avec leur famille, ils entrelacent les sphères privées, professionnelles. Pour moi, la révolution numérique, c'est ça. C'est être capable de parler en permanence avec tous les outils, tous les réseaux sociaux, à peu près à tout le monde, et de manière efficace, en mettant les filtres qu'on veut mettre, de temps en temps en loupant une opportunité, mais en tout cas en étant beaucoup plus présent auprès de son écosystème et puis et aussi de sa famille et de ses amis. Stéphane, pour Ouais. toi, la révolution en marche? Oui, de toute façon, oui. C'est sûr que l'accès, tout ça, on disait tout à l'heure, c'est vrai, l'accès à l'information est tel que ça change tous les marchés finalement, hein, qu'on a même pensé même qu'il y avait une nouvelle ère économique mélangeant le produit et le service, enfin bon. Ça paraît presque loin d'ailleurs, ça. Ouais, presque loin, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses, tous les secteurs ont été touchés, impactés. Je repense vraiment dans les années 90, comme on galérait pour pouvoir convaincre les gens de venir sur Internet. Maintenant, c'est même pas comment il faut venir, on est arrivé à un niveau de professionnalisation, en tout cas de maturation, qui est quand même étonnant pour un secteur qui n'existait pas, en tout cas qui n'était pas connu il y a 15 ans encore. Donc c'est sûr que c'est une révolution, elle est longue, mais il y a 2 types de changements. Il y a la migration et la mutation. La mutation, c'est un moment où on essaie de... Hop, on passe à autre chose. Là, on est sur une migration, certes c'est rapide, sur des cycles rapides, mais on en est conscient et j'ai l'impression qu'on va vers le bon sens parce qu'avant, on cherchait à faire en sorte que les ordinateurs soient reliés entre eux. C'était bien, on est connecté à Internet. Maintenant, on a compris que maintenant c'était facile, hein, parce que là, c'est dans l'air, le Wi-Fi, tout ça, le téléphone mobile. Maintenant, on cherche à faire connecter les internautes, entre autres. C'est déjà une bonne chose. Donc maintenant, on va continuer et maintenant les forcer, pas les forcer, les encourager à travers des sites de partage, de discussion. Je les citerai pas parce que tout le monde les a en tête maintenant quand j'en parle. Voilà, il faut les accompagner, continuer et pas être réfractaires. Et bien sûr, c'est les grandes entreprises aussi qui pourront être aussi moteurs. Hein, ça... La révolution en marche, pour conclure, Souniac. Oui, la révolution en marche, oui, mais n'oublions pas qu'on parle de l'humain. Et l'humain, il y a un accompagnement à avoir. Et cet accompagnement dans le changement, il n'est pas aussi rapide que ça. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a des allers-retours entre ce qui est du numérique, du virtuel, du net, et puis de la vraie vie de tous les jours. Et il faut trouver un bon compromis entre le lien humain, la relation humaine qui doit exister et perdurer, avec aussi la notion du passé. Tout n'est pas à jeter, et emporter avec nous les seniors, les plus âgés, les quinquas, les quadras, ceux qui n'ont pas... Et puis ces jeunes qui vont peut-être parfois trop vite et qui doivent se retourner pour nous tendre aussi la main. Enfin, voilà. Donc remettre l'humain au cœur de la problématique, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre blog à part à l'Université d'été du MEDEF.